Paris est à vous, l'émission qui donne le meilleur de la région capitale. Karine Vergnol sur BFM Business. La personnalité du jour, maire de Val-de-Reuil, vice-président de la région Haute-Normandie, secrétaire général du groupe de luxe LVMH, vice-président de la Fédération des industries de la parfumerie, président du pôle de compétitivité de Cosmetic Valley, mais aussi président, directeur général du jardin d'acclimatation depuis 2004. Marc-Antoine Jamet, bonjour. Bonjour. C'est pour ça qu'on vous invite aujourd'hui, président du jardin d'acclimatation qui lance demain sa saison brésilienne. On va y revenir dans un instant, mais par rapport à toutes ces fonctions que vous avez, qu'est-ce que ça représente pour vous le jardin d'acclimatation ? Est-ce que c'est la cerise sur le gâteau ? C'est pas la cerise sur le gâteau, c'est la respiration, c'est le bonheur, c'est d'avoir le sentiment qu'on est justement entre Paris et la Normandie. C'est une oasis, le jardin d'acclimatation. Une oasis dans le temps, une oasis dans l'espace, une oasis aussi dans le stress parisien ou dans le stress des affaires. Alors justement, on va rappeler quand même un petit peu, parce que la plupart des enfants et des parents d'ailleurs, parisiens et franciliens connaissent ce jardin. On peut quand même rappeler, il se situe donc aux portes véritablement de Paris. Porte-Maillot, une ferme, des animaux, une volière à une station de métro, puisqu'il suffit de descendre à Porte-Maillot, de prendre le petit train et on est immédiatement plongé dans un univers qui est celui de l'enfance. Il ne date pas d'aujourd'hui, 1860. Voilà, un coup de cœur de Napoléon III et de l'impératrice Eugénie. Ils voient à Hyde Park, ils ont envie de faire un parc à l'anglaise et en même temps l'impératrice est toquée de botanique, de faune, de flore. Elle veut faire quelque chose de scientifique, elle met donc un jardin, mais qui est un jardin d'acclimatation. On fera venir la faune et la flore du monde entier, puis aussi quelques cultures et quelques civilisations. À partir de quel moment il prend le visage d'aujourd'hui ? C'est-à-dire au-delà de l'acclimatation, au-delà des animaux, il y a l'attraction. À partir de la Seconde Guerre mondiale, la fin du Naparc, qui est riverain, amène un certain nombre de forains à venir, mais il a son visage aujourd'hui, c'est-à-dire d'être vraiment un élément du Bois de Boulogne, un élément parisien. C'est comme les Fontaines Wallace, c'est comme les colonnes Maurice, c'est Carrément. Paris éternel. Ah oui, c'est un Américain à Paris. Les Américains viennent chez nous. C'est à peu près il y a une quinzaine d'années quand le groupe LVMH décide en effet d'y investir, de le rénover et surtout de le réhabiliter, de lui donner le look, la figure, le paysage qu'il avait il y a maintenant 150 ans. Parce qu'il est entré, il était dans le giron du groupe LVMH dès 1984, mais effectivement il a évolué au fil des années. 5e parc de loisirs de France. Et ça c'est en termes de visitorat. Voilà, à peu près entre 1 300 000 et 1 500 000. Alors, on est talonné et dépassé parfois par le Futuroscope ou par le Puy du Fou, mais on est juste derrière Astérix et Disney, qui sont quand même des géants, des milliers de personnes, des milliers de salariés, des machines incroyables. Et nous, on fonctionne avec du sentiment, de l'affect, du souvenir, de la mémoire collective des Parisiens, et probablement quelque chose qui ne disparaîtra jamais, du cœur. 250 salariés, c'est ça à peu près ? À peu près, une centaine qui forment les techniciens, les électriciens, les menuisiers, qui travaillent comme des fous d'ailleurs pour Sensational Brésil en ce moment même, et puis tous ceux qui vous accueillent dans les manèges, dans les restaurants, dans les points de vente, dans tous ceux qui vous accompagnent, qui vous proposent des services. Beaucoup moins donc, mais très proches et je crois très aimés des gens. Alors vous en parliez tout à l'heure, il y a une petite évolution depuis une quinzaine d'années grâce à LVMH. Et puis il y a une évolution aussi parce que évidemment c'est dans le cadre d'une délégation de service public de la ville de Paris. Votre mission c'était aussi justement de le faire connaître ailleurs que aux alentours, Boulogne, Paris-Ouest. Il a fallu en faire le jardin d'acclimatation de toute l'île de France. Voilà, on était un peu le square du 8e arrondissement, le parc privilégié de Neuilly, la chasse gardée du 92, qui est très bien, ce sont des clients que j'adore et qu'il faut garder, mais on s'est ouvert à tous les départements, à tous les centres de loisirs, à toutes les écoles, et puis maintenant on voit aux provinciaux, et de manière invraisemblable, l'été, en juillet et août, ce sont 300 000 étrangers ou touristes qui nous rejoignent, c'est-à-dire que ce parc est devenu un des éléments du patrimoine parisien, au même titre que la Tour Eiffel ou que le jardin des Tuileries. C'est un peu du cœur de Paris qui bat à cet endroit du Bois de Boulogne et on y va par plaisir. Combien d'étrangers parmi, on disait 1,5 million de visiteurs environ, il y a quel pourcentage? Alors, il y a 300 000 visiteurs en été et dessus on pense qu'il y a à peu près 50 000 visiteurs étrangers, il y en a à peu près autant toute l'année, donc on a maintenant 1/10 de nos visiteurs qui sont des visiteurs étrangers. Ce n'est plus un square de proximité, c'est devenu le jardin du monde entier. Alors, et là 2014, ça commence sur les chapeaux de roue. En 2014, on a déjà doublé le nombre des visiteurs, aussi bien parce que la Fondation Louis Vuitton va ouvrir et que c'est un bijou absolu que l'on peut voir remarquablement bien du jardin d'acclimatation, mais aussi parce que le parc s'est rénové, il propose des activités différentes. On a entendu la leçon, l'internet est passé, les grandes machines américaines sont passées, les parents s'embêtaient parfois au jardin d'acclimatation. On essaie de créer un univers qui est maintenant un univers familial, où peut-être de 7 à 77 ans, pour reprendre une autre formule, on ne s'embête pas, on ne s'ennuie pas, on découvre des choses qui sont différentes de visite en visite. Alors, exemple justement de ce renouveau, parce qu'on sait que les grands parcs d'attractions dont vous parliez tout à l'heure, Marc-Antoine Jamet, les parcs Astérix, les Futuroscopes, ils renouvellent régulièrement
régulièrement, tous les 2 ou 3 ans, il y a une nouvelle attraction, un gros coup d'investissement. Comment vous gérez ça? Comment vous renouvelez l'offre? On essaye de faire en sorte que des animations, des parades, du théâtre, on a eu un partenariat remarquable avec la Comédie Française. L'année dernière, un poil de carotte. Voilà, exactement. Il y a une plus-value intellectuelle, une plus-value culturelle, une plus-value affective. Bien évidemment, il y aura des renouvellements de manèges quand la concession sera renouvelée, c'est-à-dire le 6 décembre 2015. Mais en attendant, quand on invite 300 artistes et artisans brésiliens, quand on invite des plasticiens brésiliens, des designers brésiliens, c'est une manière de montrer quelque chose qui n'existe pas dans un autre parc. Vous prenez votre ticket de métro et vous prenez l'avion pour Rio de Janeiro. C'est quand même un peu spécial. Vous faites 9000 km en 30 secondes. Alors, on reviendra sur cette animation brésilienne. Mais là, tout ce dont vous me parlez, c'est de l'animation, si j'ose dire. C'est de l'habillage autour. Mais est-ce que les fondamentaux restent? Est-ce que vous envisagez de changer des choses, d'améliorer? Vous parliez de la nouvelle concession. Est-ce que ça veut dire que jusqu'au 6 décembre 2015, rien ne va changer? Il faut faire deux choses. Il faut conserver ce qui est l'ADN du jardin, c'est-à-dire la rivière enchantée qui date de 1928. Cette chose étrange qui fait qu'une roue à eau qu'on ne voit pas transporte une barque et que chacun se demande où est le moteur, où est la voile. Il faut conserver le petit train, les miroirs déformants. Le dernier guignol de Paris qui se fait sans playback et gratuitement. Tout ça, c'est l'ADN du jardin. Et puis probablement, il va falloir changer des manèges, amener des capacités de restauration qui vont être différentes, donner plus de spectacles. Et c'est ce que nous essayons de faire déjà le soir dans ce théâtre du jardin qui est un théâtre extraordinaire. Amener davantage de cinéma, amener davantage de numérique et digital. Nous sommes en train de le faire progressivement, mais bien évidemment le coup de gong, c'est celui que la ville de Paris nous autorisera à donner en 2015 lorsque la concession sera renouvelée, ce que j'espère. Bien sûr, parce qu'effectivement vous êtes candidat. Il y aura quelques concurrents, mais nous sommes candidats à notre propre renouvellement. C'est ça qui est étonnant, c'est ce côté gentiment désuet du jardin d'acclimatation qui fait aussi sa réputation. Et ça, vous disiez, il faut absolument le conserver. C'est pas désuet, c'est le Paris d'Amélie Poulain, c'est le Paris de Douaneau, c'est le Paris de Cartier-Bresson, c'est le Paris de l'Arctique, c'est le Paris des Poulbeaux, c'est un mélange de Montmartre, de noir et blanc, d'un Américain à Paris, de bateaux qui sont dans un caniveau et qui flottent sur l'eau. Ce sont des choses simples, on parle au cœur, on parle à l'histoire. Il y a une chose extraordinaire, le nombre de gens qui ont chez eux une photo de la rivière enchantée qui passe sur 1, 2, 3, 4 générations. Maintenant, l'appareil photo est automatique, mais il y avait un type derrière une boîte noire et derrière, il y a maintenant 70 ans. Et on peut trouver 4 ou 5 générations qui ont la même photo. On retrouve ses grands-parents, on se projette soi-même quand on sera parent, on retrouve son cœur d'enfant et on sait soi-même qu'on est devenu peut-être le grand-père d'un petit-fils ou d'une petite fille. C'est cela, il y en a une espèce de passage symbolique des générations qu'on ne trouvera dans aucun autre parc à Paris. La particularité aussi, si on continue les comparaisons avec les 4 autres grands parcs d'attractions français, on a un prix d'entrée assez fort sur ces parcs d'attractions. Chez vous, c'est dérisoire. Le prix d'entrée, on est entre 1 et 3 euros. On est à 3 euros. 3 euros, c'est ça. Et après, on paye pour les attractions payantes. Pour certaines, on ne paye pas. Comment vous y retrouvez? Il y a 3 solutions. Soit on vient pour se promener simplement, être dans un endroit sécurisé, propre du bois de Boulogne, étendre une table à carreaux. On a de plus en plus de pique-niqueurs et partager avec des amis une après-midi de soleil. On peut venir aussi, quand on a des enfants, faire toutes les activités gratuites. La ferme pédagogique, les animaux, la volière, le guignol, toutes les activités gratuites. Et puis on peut aller également dans les manèges. Le but, c'est d'atteindre l'équilibre. C'est une part de mécénat d'une certaine façon du groupe LVMH, puisque la consigne, c'est l'équilibre plus 1 euro, pour ne pas tout à fait se tromper. Donc le parc n'a pas de vocation commerciale. Le parc a la vocation de s'équilibrer, d'offrir aux Parisiens des activités. C'est ça le contrat qui est passé avec la ville de Paris. Nous le gérons, avec la capacité que nous avons de le gérer, je crois, dans une certaine modernité, une certaine efficacité, une certaine sympathie également. Et en même temps, nous gagnons les recettes suffisantes pour le faire fonctionner. Donc ce parc n'est pas un parc qui a les mêmes objectifs que les autres que vous signalez et dont on va oublier les noms très vite et même l'existence. Tout à fait. Alors, en revanche, il paraît à propos des animaux que vous aviez voulu fermer le centre équestre à un moment donné. Alors, nous avons voulu surtout le moderniser. Aujourd'hui, je crois que nous avons renvoyé un certain nombre de poneys et de chevaux, non pas dans des endroits épouvantables, mais tout bêtement au pré, que tous les moniteurs sont maintenant des professionnels, ce qui n'était pas le cas auparavant, et qu'au contraire, nous investissons pour créer une nouvelle carrière. Elle s'est ouverte il n'y a pas très longtemps, pour faire en sorte que l'accueil soit meilleur, et puis même ces choses qui sont notre délégation de service public, faire en sorte qu'un certain nombre d'enfants qui éprouvent des difficultés, des handicaps, que ce soit des handicaps physiques ou d'autres handicaps, ou pour lutter contre l'autisme, viennent s'entraîner dans des cours d'équitation qui leur sont destinés. Donc c'est ça la vocation de service public, c'est d'être ouvert 365 jours par an, d'offrir toutes les activités et de les offrir aussi bien à des centres de loisirs, à des enfants en difficulté, qu'à des familles qui viennent, je dirais, par hasard. Pourquoi, Marc-Antoine Jamet, LVMH tient tant, vous nous parlez de cette date du 6 décembre 2015, à renouveler la concession? Qu'est-ce que ça représente pour LVMH? Le jardin d'acclimatation, il est à l'origine d'LVMH d'une certaine façon.
petite, partielle, minime. C'est-à-dire qu'il a intégré le groupe au même moment que Dior et Le Bon Marché, pour prendre ces deux grandes marques prestigieuses. Dior surtout, bien évidemment. Et puis, c'est aussi un contrat qui est passé avec la ville de Paris. C'est un contrat que nous avions passé avec les prédécesseurs de Bertrand Delanoë, avec Bertrand Delanoë, que nous passerons et que nous sommes en train de passer avec Anne Hidalgo. Entretenir un parc parisien, un parc de loisirs, un poumon de la capitale, sur vraiment du mécénat, sur une action de générosité, une action de solidarité, une action d'ouverture. Je crois que cela fait partie de l'ADN également de LVMH, d'avoir ces fenêtres, ces respirations, et puis ça fait partie également de l'excellence parisienne, de la qualité de Paris, de la vision qu'on peut avoir de Paris depuis Rio de la Plata jusqu'à Chengdu. Et ça, c'est important. C'est une fenêtre sur Paris qui est ouverte par LVMH. Et puis vous en parliez tout à l'heure, il y a la fondation LVMH, donc ça y est, c'est pour quand l'ouverture? L'automne? L'ouverture se fera à l'automne, mais c'est vrai que c'est un magnifique bâtiment fait par Franck Gehry, et puis probablement au meilleur de son art. Vraiment, quand il a atteint l'incandescence, le jardin d'acclimatation. Il est à la limite même, il est dans le jardin d'acclimatation. C'est 1 hectare du jardin d'acclimatation qui est devenu ce bâtiment que moi je trouve plus beau encore que celui de Bilbao, plus intéressant encore que la Philharmonie de Los Angeles, qui est un bâtiment incroyable. Il y a jeté toutes ses forces, toute son intelligence. Je crois que Paris sera la seule ville au monde à avoir un bâtiment de Gehry fait de cette manière-là. Et pour vous, qu'est-ce que vous en attendez pour le jardin d'acclimatation? Vous pensez que ça va amener du monde, du coup? Je pense que c'est un échange qui est assez intéressant, puisque il y a une fondation formidable à Pasadena, aux États-Unis, qui est à la fois dans un parc que Gehry avait construite et qui est un musée. Et bien là, j'imagine les visiteurs de la fondation se promener ensuite, se délasser, emmener leurs enfants, et d'un autre côté, les visiteurs du jardin, à un moment, se dire tiens, l'exposition est là, allons-y. Je pense qu'il va y avoir un échange très intéressant entre ce moment très doux, très lent, très calme, qui est celui du jardin, et puis ce moment qui est un moment d'apprentissage, d'intérêt, de connaissance et de culture, qui va être celui de la fondation. Et je crois que les deux vont exceptionnellement bien se marier, comme déjà l'architecture de Gehry se marie au travail d'Alphand, d'Haussmann, de Barillet Deschamps et d'Aviou, puisqu'il a 4 grands ancêtres, qui sont les 4 mousquetaires du Second Empire et de Napoléon III. Allez, l'actualité du jardin d'acclimatation, c'est demain. Le lancement de... Brésil. Ça y est, ça chauffe déjà là-bas. Et ça, c'est pas nouveau, hein. Chaque année, au jardin d'acclimatation, vous mettez en avant un pays, c'est important. Depuis 10 ans, nous ouvrons les 19 hectares à un pays. Nous disons, voilà, vous avez un État supplémentaire des États-Unis, une ville supplémentaire de Chine, un État supplémentaire de l'Inde. Eh bien, il est porte-maillot, il est au Bois de Boulogne, il est au jardin d'acclimatation. Et c'est ce qu'on a fait avec le Brésil. On a donné carte blanche à Embratur, qui est le grand office du tourisme brésilien, en leur disant, vous montrez un Brésil qui ne soit pas uniquement un Brésil de carte postale. Ça doit être un Brésil de designer, si vous le souhaitez. Et ni uniquement un Brésil de football. Ni un Brésil de football, mais ça doit être vraiment ce qui fait battre le cœur du Brésil, ce qui le rend plus ensoleillé, plus gai, sans que ce soit une vision française et parisienne. Il faut que ce soit une vision de Rio de Janeiro, une vision de Brasilia, une vision de Bahia. Vous l'amenez ici. Et on a formidablement travaillé avec Daniela Buzzarello, avec toute l'équipe de l'ambassade du Brésil et d'Embratur, qui sont vraiment... Puis c'est un plaisir de travailler avec des Brésiliens ligués, rassemblés pour que ce soit un succès. Donc de la capoeira, du football, de la musique, de la... Et puis des expositions photos, et puis des installations de design, et puis aussi des hamacs, des chaises longues en chita, et puis de la musique, et puis en effet des parades, des marionnettes géantes, tout le Brésil qui débarque à l'ouest de Paris. Ça dure jusqu'au 11 mai. Hein. Jusqu'au 11 mai, avec ces grands ponts ensoleillés, la météo sera parfaite, ne vous inquiétez pas, qui fait qu'on doit s'y précipiter samedi, dimanche. Vous allez peut-être battre votre record, je crois. Au mois de mars, là, vous avez battu tous les records. Le 8-9 mars, 42 000 visiteurs. Exactement, hein, c'est le moment où le jardin... Mais la capacité n'est pas extensible à un moment donné. À 19 hectares, on peut quand même être nombreux dessus. Et puis, je crois que le jardin a fait des progrès extraordinaires en accueil. On peut davantage y déjeuner, davantage s'y promener. Il y a 3 hectares que la Fondation a entièrement refait, qui viennent d'être rendus là, il y a quelques jours, aux Parisiens, et qui sont vraiment des endroits de délassement. Il y a des moments de tension, de plaisir, d'intensité. Puis il y a des moments, au contraire, de calme, de rassemblement de famille. Le jardin, chaque Parisien y a sa place. D'ailleurs, c'est assez étonnant parce que si on connaît mal le jardin, on s'y perd. On s'y perd et surtout poussez-y. Il y a plusieurs endroits où on a l'impression d'avoir fait le tour et non, il y a encore un espace derrière, etc. Il faut faire attention. Donc il n'y a plus de travaux là dans le jardin parce que je sais qu'il y a eu plusieurs petits moments de... Peu à peu, les travaux se réduisent autour de la Fondation, mais ce sont des travaux qui laissent derrière eux un endroit entièrement repaysagé, reverdi. Il y a notamment un miroir vert juste devant la Fondation qui est en train de pousser. L'herbe ne peut pas pousser plus vite que le temps ne le permet, mais vraiment le jardin est en train de faire sa mue et d'être de plus en plus remarquable, encore plus beau qu'il ne l'était en 1861. J'ai d'ailleurs invité Napoléon III et l'impératrice Eugénie pour l'inauguration de demain. Pas sûr qu'ils viennent. Ils sont très pris en ce moment. Allez, notre petit questionnaire sur Paris. BFM Business. Paris en question. Votre quartier préféré, Marc-Antoine Jammet? Paris, le Grand Paris? Quartier de ma naissance, le 9e, le 18e. Moi, j'aimais bien Anvers, Barbès, Rochechouart, ça peut être bizarre, le Sacré-Cœur, et puis aussi le Passage des Panoramas, et puis le lycée Condorcet, qui a été mon point d'arrimage pendant longtemps. Ah, c'est un grand quartier, donc. Vous êtes plutôt gastro ou bistrot?
Brasserie avec le point central, parce que mon père était journaliste politique, et donc on allait à la brasserie Lippe à pas d'heure, et donc Lippe c'est vraiment pour moi le restaurant parisien. Qu'est-ce qui vous agace à Paris ? Qu'est-ce qui m'agace à Paris ? Le Paris bashing, on n'y arrive pas, et en même temps c'est pas totalement faux. L'air vibrant de New York, la trépidation londonienne, on la sent pas tout à fait, même si avec Bertrand Delanoë, et je suis sûr avec Anne Hidalgo, Paris va encore accomplir des progrès. On a cette trépidation mondiale, le sentiment qu'à Shanghai on est au cœur du monde, qu'à Londres on est au cœur du monde, qu'on n'a pas toujours à Paris. C'est ça, mais il faut faire un effort sur nous-mêmes. Allez, dernière chose, Marc-Antoine Jamet, qu'y a-t-il de l'autre côté du périph'? Vous n'avez pas le droit de dire le jardin d'acclimatation. Non, mais je vais dire le Stade de France, Voilà. Le stade de toutes les victoires, le stade de 98. Merci beaucoup à vous, Marc-Antoine Jamet, président du jardin d'acclimatation. On le rappelle, la saison brésilienne qui commence donc demain, juste de l'autre côté de la porte Maillot. Merci Obrigado. beaucoup. Allez, on pousse la porte des ateliers à la découverte des artisans parisiens. Portrait croisé de deux modistes parisiennes aujourd'hui avec Clotilde Hazard. Dans l'atelier de Virginie de Broc, pour faire une capeline, rien de plus simple. Il suffit d'un bout de paille tissée. On mouille la capeline. Il faut bien la mouiller pour que ça soit bien, que ça puisse bien se tendre. Et maintenant, avec le moule, je vais adapter la matière dessus. Quelques petits clous. Et le tour est fait. Il ne reste plus qu'à durcir avec un produit et faire sécher. Quelques finitions, c'est prêt. Si ça a l'air aussi facile, c'est que Virginie de Broc a 30 ans de métier derrière elle. Poussée par ses proches pour passer le concours, elle devient même ouvrier de France en 2011. Un titre prestigieux qui récompense sa rigueur et sa précision. J'aime quand tout est le plus net possible, le plus joli possible, parce que en fait, dans un chapeau, c'est aussi le visuel qui est important. Donc il faut que ça soit beau à regarder. Ça me fait plaisir de voir quand un chapeau fini me plaît. S'il me plaît pas, c'est qu'il est pas réussi. Capeline, cloche, feutre, paille, organza ou poil de lapin, Virginie de Broc fabrique pour tous les goûts et toutes les clientèles. Autre atelier, autre boutique. Un arrondissement plus loin, Sandrine Bourg coud dans son petit atelier au sous-sol de sa boutique. Elle fait tout à la main, sur mesure. Pour un chapeau, elle peut passer près de 3 semaines avec sa cliente, rien que pour la préparation. Sur mesure, c'est que chaque cliente, chaque demande est différente, particulière et bien spécifique à chaque client. Donc on cuisine à chaque fois, et c'est plein d'épices, et la cliente rajoute aussi son mot et tout, et on cuisine ensemble, et il y a un bébé qui naît. Des bébés savamment façonnés qui ornent sa boutique. Quelques créations qu'elle peut garder auprès d'elle et éviter ainsi l'épreuve de la séparation. Chaque fois que je livre un chapeau à une cliente, quand je l'emballe dans un carton à chapeau et que je vais le céder à la cliente, le livrer à la cliente, c'est un peu comme une adoption. C'est un peu, il faut que je coupe les fils de mon bébé et le cordon ombilical, et je l'offre, je le donne à la cliente. Des plus spectaculaires aux plus sobres et élégants, comme dirait Sandrine Bourg, les chapeaux parachèvent la féminité. C'est le point sur le i. Un reportage de Clotilde Hazard à propos justement d'artisans et de savoir-faire. Restez avec nous sur BFM Business dans Paris est à vous. Dans un instant, je reçois Jean-Claude Elena, le créateur parfumeur d'Hermès. Paris est à vous. L'émission qui donne le meilleur de la région capitale.